J'ai sorti une nouvelle bande. C'est donc un dessin. C'est un fond gris qui m'attend. Et puis maintenant, je viens de ressortir une bande. C'est un autre fond qui m'attend. Quand je suis dans un moment comme celui-là, c'est l'envers de la maîtrise de soi. Je ne le reçois pas comme ça. C'est l'échec de ce que l'on met en route. Mais à mes yeux, ça n'est pas un échec. C'est sans s'en être rendu compte. Petit à petit, oui. Il y a eu j'ai jeté des regards où je me suis dit, ah oui, c'est ça, c'est comme ça. Je ne savais pas que j'avais mis ça en route. Je ne pensais pas que ça m'emmènerait par là. Mais ça m'a emmené là. Il n'y a jamais eu, de mon côté, le moindre projet. Je suis un type sans projet. C'est-à-dire, pour ne pas avoir de projet, j'achète d'un seul coup 100 crayons. Comme ça, je n'ai pas à me dire, il faudra que me gêne. D'où j'ai acheté une 50aine de bandes. Le type m'a dit, oh, j'en ai une 50aine, hein. Eh bien, très bien, donnez-les-moi. Il m'a regardé avec des grands yeux. Au moins, c'est fini. J'aurais pas le projet d'acheter. J'aurais tout simplement, sûrement, j'aurais devant moi ça à faire. Ouais. Il est certain que d'avoir un nombre de feuilles, un nombre de crayons, me retire toute possibilité de m'écarter. Je ne peux pas m'écarter puisque quel que soit l'endroit où je me tourne, je me cogne à ce qui me guette et à ce qui m'attend. En 10 ans, je suis fatigué. Je fais là encore une erreur. Je suis fatigué, mais je ne suis pas... Je n'ai pas usé. Je n'ai pas... Et si j'ai usé, je n'ai pas égaré en usant. Et je n'ai évidemment pas tué. C'est-à-dire que plus je dessine, plus je dois dessiner. Au début, j'ai eu seulement le dessin. Au bout d'un an, j'ai commencé à prendre des notes, à avoir des petits mots qui venaient. J'ai eu le dessin et j'ai eu les petits mots. Quand j'arrêtais le dessin, je passais aux petits mots. Il s'agissait donc de toujours donner la place essentielle au dessin, mais la place essentielle au dessin n'était pas le temps donné au dessin. Il y a du temps donné au dessin. Mais il y avait ne pas laisser les mots mordre sur le dessin, permettant peut-être, puisque déjà ça venait de cette façon-là, peut-être au dessin de commencer à couler. Mais ça, je ne le savais pas. Je voulais seulement ne pas trop bousculer le dedans. C'est encore très fragile maintenant. Mais c'était des fils de verre à l'époque. J'étais énervé, j'étais écrasé. J'étais droit, j'étais debout. Je partais dans tous les sens, même dans la rue.
Je n'ai pas voulu volontairement décider, appliquer, de ne plus aller dans tous les sens. Insensiblement, j'ai cessé d'aller dans la rue et je suis allé dans tous les sens avec une plume à la main ou un crayon à la main. J'entendais déjà dire, et je l'ai entendu après, et je l'entends encore maintenant. Qu'est-ce que ça vient faire, ce qu'on trouve dans tes dessins, dans vos dessins? Mais je ne sais pas ce que ça vient faire. Je sais que c'est une boule pétrie. Elle est faite de ça. De ça, sans doute, donc. Il y a du désir de dessin dedans. Puis cette boule, elle est faite d'un autre ça. Il y a du désir de dire, peut-être un peu de nommer. Peut-être. J'ai peut-être besoin de nommer. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle j'ai le grand besoin pour qu'un dessin soit plus ou moins terminé. De l'avoir nommé, c'est-à-dire de l'avoir désigné. Pas désigné lui en tant que fabulation, que tout. Non, je ne suis pas embarrassé là-dedans. J'ai besoin de nommer pour m'entendre avec lui une fois qu'il est terminé. C'est-à-dire qu'il ne revienne pas comme un ancêtre qu'on n'aurait pas bien respecté et qui viendrait la nuit vous gratter la langue, qui ferait venir dessus une plaie et qu'il faudrait aller voir le voisin et lui dire « Regardez ce que j'ai. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? C'est grave ?» J'ai besoin d'écrire. Je ne me sens pas du tout écrivain. Je n'aime pas assez les écrivains pour vouloir devenir comme eux. Je ne fignole rien, je ne soigne rien, je ne construis rien. Je suis arrivé à 70 berges, je suis bien de ne pas avoir construit. Quand cet ami me disait « Ton œuvre d'école », d'abord d'œuvre, je n'ai pas de notion. Si j'avais notion de ça, si je croyais ça, ce qui est en moi partirait. Je n'ai pas su, mais j'ai protégé, sans le savoir, ce qui est en moi, ce qui m'est donné, ce que j'avale, ce que je respire, tout ce qui fait que ça devient moi. Et de ça, je ne m'en suis occupé que pour lui faciliter quelle chose. C'est pas pour me faciliter moi, c'est pour arriver à arracher ce qui jour après jour me fait, et non pas l'arrachant pour qu'un jour ça se taise. De toute façon, ça va se taire un jour. Mais pour que cette sorte de mal profond, c'est un mal profond. L'artiste est porteur d'un mal profond. Il est porteur de la hache. Il ne la fait même pas tournoyer à l'intérieur de lui. C'est par accident s'il arrive que la hache se retourne vraiment sur lui. Il n'est pas là pour juger du poids et de la vitesse de son geste pour que ça coupe. Non. L'artiste, il est là comme le ver de terre que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Il perd son trou. Il risque de perdre sa vie quand il a perdu son trou. Il faut qu'il le retrouve. Et l'artiste n'arrête pas de sortir de son trou. Il rentre dans le danger. Il revient vers un trou
qui devient son trou, comme le verre, qui ne sent même pas qu'un autre est passé dans le trou avant lui, parce que l'autre, il n'avait pas d'odeur. Il n'y a que lui qui a une odeur. Il retrouve sa propre odeur dans le trou. Que ça soit son trou ou pas son trou. Puis il ressort plus loin. S'il a la chance, parce que l'artiste, il faut qu'il ait la chance. S'il a la chance, quand il sortira, il tombera sur la foule de l'herbe. Il passera parmi elles, entre elles. Il se nettoiera. Il boira la rosée. Puis il redescendra dans son trou. Il descend dans son trou pour continuer sa vie d'artiste. Je ne suis pas fier du tout de moi. Non. Je l'ai répété bien des fois. Je suis plutôt un peu honteux. Oui. Pas spécialement honteux de ce que j'aurais fait ici et là dans ma vie. Ce que j'aurais fait. Si je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai fait, j'arrive à peu. J'ai vécu longtemps dans une rue où il y avait des maisons, et la maison où je vivais avait une cave. Mon trou. Je suis né avec tous les possibles qui sont en tous ceux qui naissent. J'ai rien fait de ce qu'on pouvait attendre d'un type comme moi. J'aurais été un bon électricien. J'aurais peut-être été un bon boxeur. J'aurais pu être un bon laboureur, un bon menuisier, ou l'envers. J'aurais pu être un mauvais laboureur, un mauvais menuisier, un mauvais boxeur. Je ne suis pas parti par là. La vie, non pas la vie, on a fait autrement. Il y a eu un moment où je suis arrivé contre une vitre ou contre un mur. J'étais pas du tout fatigué à ce moment-là. Je sortais de ce qu'on pourrait vraiment appeler, dire, l'expérience. Je sortais d'une expérience de 20 ans, 25 ans. J'étais né avec sans doute beaucoup de difficultés. Peut-être que je ne voulais pas venir. J'étais né dans un milieu chaud et humide. J'avais quitté le milieu chaud et humide du ventre de ma mère pour rentrer dans le milieu chaud et humide de la cave où je retrouvais ma mère et mon père, où je retrouvais le ventre. Et puis là, j'ai gigoté comme tous les enfants. J'ai arrêté de gigoter à 23-25 ans. Cette expérience-là, qu'aurait pu aller jusqu'à maintenant, 70 ans, je pourrais avoir derrière moi 40 ans d'usine. Ça serait autre chose. Je serais le même. J'aurais pas fait en étant à l'usine. J'aurais pas eu l'idée d'acheter un magnétophone. Le démon qui est en moi n'aurait pas voulu sortir. Mes mains n'auraient pas tenu de crayon. Mes doigts n'auraient pas affûté les crayons. J'aurais pas caressé du papier, même si j'étais devenu imprimeur. J'aurais peut-être même pas bien caressé une femme. Je me serais peut-être même pas bien caressé moi-même. J'avais commencé. Ça, c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux pendant ces 20 premières années. Me caresser, ou caresser une autre,
ou arrêter de me caresser, ou arrêter de caresser les autres. Je le faisais ni bien ni mal, mais je le faisais avec beaucoup de désir. Je mentais pas, ni à moi ni à l'autre. Même quand j'ai travaillé avec beaucoup de désir. J'ai pas été de ceux qui disaient « tout ça, ça m'emmerde ». Non, non. Je me disais « faut bien faire ». Je sais pas pourquoi je me disais « il faut bien faire ». Mais il faut bien faire. Même quand je travaillais dans la dernière usine, où il y avait là les Bosch, c'est évident que, de toute façon, je savais. Je savais même ce que j'allais faire. C'est parce que je savais ce que j'allais faire que je l'ai fait. C'est peut-être bien le seul moment dans ma vie où j'ai un peu réfléchi avant de faire quelque chose. Mais il ne faut pas trop réfléchir parce que sinon on ne ferait pas l'essentiel qui aurait dû être fait. Mais là, c'est un cas d'exception. J'ai su très vite que je ne pouvais pas rester seulement l'électricien qui marchait, qui sortait de chez lui, qui prenait sa bicyclette, qui montait à Suresnes, qui pointait, qui rentrait, qui prenait sa caisse à outils et qui se tirait dans les ateliers. Ça ne devait pas s'arrêter là. Alors c'est une expérience. C'est un peu... Je voudrais, non pas je décide de... Surtout ces choses-là, on ne les décide pas. Quand tout ça est dans le secret, dans le silence, dans la méfiance aussi, c'est pas là un visage découvert. Et puis tout le monde avait un visage plus ou moins couvert. Mais tout le monde n'était pas là-dedans, n'était pas ça. Alors là, oui, sans doute, j'ai une expérience. Ben, c'est une expérience que je ne considère pas comme une expérience ratée, et je considère seulement que c'est une expérience entièrement personnelle. C'est pourquoi j'ai déçu. Et si j'ai pas déçu, c'est pourquoi j'ai étonné. Je l'ai fait avec tellement de foi. J'avais déjà de la foi. J'ai toujours eu ça en moi. Même quand je me suis mis les pieds dans le plâtre et les mains dans le plâtre, puis que tout ça, ça a séché, puis ça m'a tenu comme un U. Bah, même ça, je l'avais fait avec beaucoup de foi. Même quand je me regardais devant la glace, tout petit, je faisais comme ma mère. Je prenais les vêtements de ma mère ou les vêtements de mon père. Mais mon père, ça m'allait moins bien parce que c'était trop grand et on voyait que c'était raté pour les figures que j'avais sans doute envie de faire ou que j'allais découvrir après les avoir faites. Ça ne pouvait pas me porter dehors. Je ne pouvais pas m'imaginer dehors avec le costard de mon père, les manches retournées, les bas de pantalon remontant sur le genou. Il y avait un côté épave là-dedans, un peu Marie Paquet. Par contre, quand je prenais les fringues de ma mère, ah oui, là, je trouvais que ça m'allait pas mal. Tellement j'aurais jamais osé sortir comme ça dehors. Mais je me regardais, j'avais une certaine foi, j'avais un certain espoir. En moi, tout n'était pas comme ça avait l'air d'être pour les autres. Mon père écroulé, les copains écroulés. Mais peut-être qu'eux aussi se mettaient devant une glace, peut-être qu'eux aussi, ils essayaient d'y voir un peu clair dans ce trou noir de leur histoire. Mais l'expérience en question, aujourd'hui, et même hier, même il y a 40 ans, je n'ai jamais trouvé qu'il y avait un quelconque regret à avoir. Surtout pas. Mais elle me menait vers, pas nécessairement vers moi. Ça pouvait me mener à ma perte. D'abord, je pouvais en crever. On a vite fait de ramasser une balle qui traîne. Hein. Il y a beaucoup de balles qui traînent, surtout dans cette période-là. Elle pouvait m'emmener là où j'en ai vu, qui était mort.
Oui. Elle pouvait me mener en dehors de ma propre vie. Je ne sais pas si ça a participé à quelque chose. Il est évident que les événements ont fait que je finisse par débarquer à Marseille, la librairie, les bouquins, bien sûr. C'est pas si simple et c'est pas si clair. Avant ça, j'allais déjà vers la librairie, une autre librairie. Seulement, il fallait trouver le chemin. C'est une question de chemin. Au fond, tout est là. Et c'est pas le hasard qui vous y pousse. C'est une certaine détermination que l'on ignore. Ah, c'est pas une détermination si on ignore. Bah si, il y a une détermination supérieure. Je l'ai pensé très tôt, ça. J'ai pensé très tôt quand j'étais vraiment encore enfant. C'est sûr que je reviens toujours un peu à l'enfance, mais l'enfance, c'est la fondation. Hein. Je regardais mon père, quand je le voyais dans ces états, c'était affligeant de voir ça. Il ne me faisait pas rire. Quelquefois, il me faisait rire quand même, parce qu'il avait des gestes, il ratait. Il essayait de prendre du pain, il faisait tomber le pain par terre. Du coup, c'était sa casquette qui tombait, après l'assiette qui tombait. Ma mère, elle gueulait, mais moi, je riais. Parce qu'il y avait eu là une succession. Il allait entraîner la table, ma mère, moi, où est-ce qu'on allait aller avec tout ça? J'allais pas au cinéma, mais c'était du cinéma. Mais quand il n'y avait pas ça, c'était pour lui une situation dramatique qui lui arrivait. Puis il essayait de se retenir, il disait « Oh ma merde, blom, blom, blom », mais il tombait, vas-y qu'il allait plus loin. Non. Quand il était chaud, hein, ça on disait « Oh, il a chaud ». Il a chaud, et il avait bu. Puis des fois on disait « Oh ben non, il est cuit ». Ah, il y a des étapes, il y a des stades. Mais pas quand il était cuit. Quand il avait chaud. C'est-à-dire quand il s'était arrêté ou quand il n'avait plus de sous. Parce qu'il ne faisait pas d'ardoise. C'est très rare les ardoises avec mon père. La spécialité de mon oncle, c'était les ardoises, mais mon père, non. Un peu, mais rarement. Et même ça, ne pas pouvoir s'arrêter et commencer à tomber dans les ardoises, c'est... Surtout qu'il avait encore sa tête. Hein. Eh bien, par moment, un jour, un soir, un matin, enfin, le matin, non, il n'était pas chaud le matin. Il commençait à chauffer à partir de 3-4 heures de l'après-midi. Alors, je le voyais. Eh bien, je pensais, il ne faut jamais penser pour les autres, mais c'était mon père, alors je pensais pour lui. Naturellement, quand on est enfant, on n'a pas encore vu toutes les rues, hein. Ouais. On n'a pas reçu déjà beaucoup d'averses, un peu, mais pas suffisamment pour savoir que tout ça, ça fait pas le printemps, hein. Mais il y avait quand même des herbes qui poussaient en moi et autour de moi. Et alors, si c'est pas des herbes, c'est des graines. Si c'est pas des graines, alors d'où elles venaient ces graines? Je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas dessus, mais je m'arrêtais aussi dessus. Il y avait là, aujourd'hui, je dirais, et encore, j'avancerai pas beaucoup en disant ça, mais je dirais il y avait matière à méditer. Mais c'est vrai, il y avait matière à réfléchir, il y avait matière à y rentrer. Il était chaud. Et quelque chose me disait, mais à 8 ans, 10 ans, même encore un peu plus tard. Après, j'étais devenu comme un homme, alors j'étais plus cassant. Et il n'empêche que j'étais plus cassant, mais que je voulais savoir, je voulais voir, je voulais sortir ça de la marmite, moi. Mais plus jeune que ça, je le regardais. Il rentrait, il s'asseyait, il parlait pas. Ou bien ma mère. Ma mère, elle avait jamais chaud. Elle touchait pas au pinard, hein. Rarement. Très rarement. 2-3 verres par mois ou par an, je suppose. C'était pas ça. Ben, ma mère, elle rentrait. Alors, il y avait la fatigue physique. Ça se voyait, ça. Mais la fatigue physique, quelquefois en 10 minutes de pause, elle s'estompe. Bon, quelquefois, il faut 1 heure.
Et d'autres fois, il faut la nuit. Mais elle n'était pas vieille encore. D'accord, elle était plombée, mais elle n'était pas toujours dans ce qu'on appelle une évolution. Et des moments de répit, des années de répit. Bon, alors, je la prends elle. Après, je vais voir avec le père, mais je la voyais arriver. Bon, admettons, j'étais en train de faire mes devoirs. Je ne comprenais rien à ce qu'on me demandait de faire. Rien. J'avais lu. J'avais... J'étais prêt, si on m'avait dit qu'est-ce que tu as lu, à dire ce que j'avais lu. Mais avoir mâché, pris la sève de ce que j'avais lu, la sève qui devait se trouver dedans, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais le peu qu'il pouvait y avoir, j'aurais dû le faire venir comme ça. C'était ça l'utile. Mais j'en voulais pas de leur utile. Mais je me le signifiais pas comme ça. Il y avait un refus. Bon, ma mère arrivait. Il aurait pu y avoir ça. Sa mère arrivait, hein, de rédaction, un truc comme ça. Alors, ma mère arrivait, elle laissait tomber son sac par terre. C'est un grand sac avec 2 grandes poignées, c'était en toile cirée. Ça contenait au moins 10-12 kilos de patates. Elle le mettait par terre. Boum. Elle passait tout de suite sa main sur son front. Boum. Elle allait vers le robinet. Elle faisait couler l'eau. Elle mettait un peu d'eau sur ses mains. Elle se taponait le bas des joues, le dessous de la mâchoire inférieure. C'était toujours ses gestes. Et puis, elle remouillait encore ses 2 mains et elle les passait dans son corsage, sous son corsage, et elle allait tapoter sous ses bras. Les 2 mains. Ça lui faisait une seconde paire de seins. Et puis, elle faisait un petit peu d'air. Et puis ensuite, elle repassait ses mains dans l'eau. Elle les secouait, elle les essuyait. Elle venait vers le tabouret qui se trouvait en dessous de la petite pharmacie, qui était ma place. Mais quand je faisais mes devoirs, je ne me mettais pas là. Elle se mettait là, et puis elle posait ses 2 bras sur la table. Elle rejoignait ses mains comme une poignée de main qu'elle se donnait. J'étais juste à côté d'elle, elle ne me regardait pas. Elle regardait la grande plaine qui se trouvait au-delà de la table. Ouais. Vers les pieds du lit, qui était une immense forêt. Avec les dredons, c'était les chaînes d'une montagne dans lesquelles elle partait. Eh bien, si j'avais eu la rédaction avec exactement ces mots, et puis qu'on m'aurait dit après, alors, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'en ressors de ça? Bien sûr que j'aurais dit, la femme, elle est venue, elle s'est mouillé le visage, après elle a secoué les mains, elle est venue sur le tabouret, puis elle a regardé, puis elle a vu comme le bois de Saint-Cloud devant elle. Bon, et qu'on me dise, alors, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Comment? Ça veut dire quoi? Eh bien, nenni, non seulement bloqué. Pourquoi bloqué? Pas bloqué. Si on me disait de dire une récitation, je disais la première ou la deuxième de vers, de strophe. Mais après, c'était ma récitation à moi, je partais complètement, je prenais une baffe, on me disait, va à ta place, quand tu seras meilleur, on t'interrogera. C'est en quelque sorte, je me servais des choses comme d'un tremplin. Mais quand ma mère faisait ça, quand elle arrivait, qu'elle faisait tout ce que j'ai dit, et puis que je la regardais, c'était pas une rédaction, ça. C'était pas qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites. Je la regardais. Peut-être que si on nous avait vus tous les deux là, on se serait demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait comme un climat de colère et, on peut dire, de défaite. Eh bien, moi, je me disais, si elle voulait, eh bien, ça ne serait pas comme ça. Non pas qu'elle rentrerait pas fatiguée, mais si elle voulait, ça changerait tout.
Et je me disais pas quoi. J'étais sûr que si elle voulait, tout changerait. Et c'était non pas la réponse que j'aurais donnée à la rédaction, je l'aurais jamais donnée celle-là. Mais pour moi, parce que ma mère venait de s'asseoir comme ça, de regarder de cette façon-là, avec ses beaux grands yeux. Je peux pas dire qu'ils s'étaient voilés, je savais pas encore comment ça se voilait. Mais ils partaient, ses yeux. Ça se retournait pas, mais c'était sur le point de se retourner. Ça se terminait toujours, alors ça je le savais, ça se terminait toujours par des larmes. C'était la confirmation. Si elle voulait, ça changerait. Alors que je lui trouve ce qu'elle devait faire et tout ça, pas du tout. Je suis même sûr que c'était pas là la question. Mais, voilà ce que j'appelle l'expérience. L'expérience, c'est pas le vide et le neutre de la proposition, du devoir que j'étais en train de faire. Mais tout ça, je ne me l'exprimais pas. Je le ressentais tellement que je refermais mon cahier, puis toc, je laissais tomber. Ma mère, à ce moment-là, revenait ici. Elle quittait les montagnes et les plaines. Puis elle me disait, pourquoi tu as fermé ton carnet? Oh, tout à l'heure, je continuerai tout à l'heure. Non, non, mon petit. Ouvre ton cahier. Faut que je fasse ma toilette, faut que je prépare la soupe. Vas-y. Je pouvais rien faire, j'ouvrais mon cahier, je bâclais ça à toute vitesse. Ça m'intéressait pas. C'était pas ça, la vie. Ils n'ont jamais donné la vie. Ils vous donnent des menottes. Ils vous disent, voilà, il y a des menottes, c'est mieux que vous les passiez vous-même, sinon on va vous les passer. Et quand c'était mon père, il n'y a que ma grand-mère, ça n'arrivait pas avec elle. Et je sais pourquoi maintenant. Mais quand mon père arrivait, c'était à peu près comme ma mère. On aurait dit qu'il s'était observé puis qu'il non pas faisait la même chose. Je suis même pas sûr que les causes étaient les mêmes. Je suis même pas sûr qu'il y a eu des causes là-dedans. Bien sûr, on peut dire, elle était crevée, tuberculeuse, elle rentrait dans une cave, il n'y avait pas de fric, il n'y avait rien. Bon, il y avait des causes là-dedans. Oh, elle n'avait pas tellement envie de refaire le monde. Non pas parce que quand on est dans un état pareil, on n'a absolument pas cette idée. Pourquoi on ne l'aurait pas? Mon père y est bien passé, il l'a eu cette idée. Puis il a tout laissé tomber. Puis son frère, il l'a eu aussi. Alors lui il est sorti à toute vitesse. Hein. Il n'avait pas 30 ans. Oui. C'est donc pas les causes qui sont là. C'est d'essayer de trouver la cause du désaccord profond qu'il y a en soi. Alors après, on peut même aller à l'usine. Ça va couler. On aura sur la peau comme un ciré. On râlera. Mais on aura bien compris que ce n'est pas ça, la vie. On aura compris aussi de l'autre côté que il faut y laisser le moins de plumes possible à ça. Oui. Et voilà. Et voilà. Ça aussi, c'est fatigant. Ça ouvre la fenêtre à une détresse très grande. La détresse n'étant pas un désespoir, tout est perdu. Non. Ça ouvre la fenêtre à une détresse qui est une conscience qui arrive. Mon père, il l'a frôlé, cette conscience. L'oncle, il l'a frôlé, c'est parce qu'il a eu conscience qu'il s'est suicidé. Ça, c'est un dérapage. Un jour de moins ou un jour de plus, et il avait conscience qu'il ne fallait pas le faire, qu'il pouvait le faire, qu'il ne fallait pas le faire. Moi, quand je m'arrête, c'est ça. C'est ça que j'arrive à me dire. Parce que ça me passe par la tête. Autant arrêter les frais. Eh bien, c'est ça qui remonte. C'est pas sûr qu'il faille arrêter les frais. D'abord, ça leur ferait un trop grand honneur aux autres. Hein? Quel service? L'espèce de racaille qui s'est écarté d'eux. Hein?
et qui en plus, dans ce qu'ils font, ou dans ce qu'ils disent, ou dans la manière même de marcher, de s'asseoir, c'est toute l'arrogance et la gifle que, sans arrêt, ils reçoivent. Ça ne le pardonne pas. Alors mon père, il arrivait. J'ai déjà dit, mais un jour où il était que chaud, ça c'était rare. Il arrive. Moi, je suis sur mon petit lit. C'est fou ce que j'ai passé comme année sur mon petit lit. Et même quand j'avais 40 ans, mon petit lit. Même Cécile, son petit lit. Ouais. Ah, vu par les autres, hein, ils auraient vite fait de dire c'est de la paresse. Oui, alors si la paresse c'est ça, eh bien si la paresse c'est ça, c'est un grand travail, hein, ça demande un grand effort. C'est difficile de rester sur son lit, avec ça dans la tête. Et puis ça devient encore plus difficile de rester sur son lit quand dans sa tête, il y a des choses qui sont en train de se dissoudre pour vous permettre d'être comme un corbeau, il est. Comme le ver de terre, il est. Comme le poisson, il est. C'est sur un lit que ça passe. Moi, je les vois, les corbeaux. Ils dorment debout sur leurs branches. J'ai l'impression de les entendre ronfler. Oui, c'est comme ça qu'ils arrivent à se tenir si bien, à faire des vols planés si merveilleux. C'est pas en bossant tout le temps. Alors mon père si fatigué, parce que la boisson, ça fatigue son homme. Mon père si fatigué, il savait même pas que j'étais là. Il sentait, mais il avait oublié qu'il y avait un enfant là. Je ne veux pas dire qu'il avait son fils, parce que... Non pas qu'il n'en faisait pas cas. Il était peut-être... J'ai peut-être été le mieux aimé de tous les enfants de Boulogne. Par un père ivrogne et par une mère malade, coléreuse, emportée et douce. Ouais, elle était tout ça. Mais il ne me voyait pas. Non pas il s'en foutait, mais il n'avait pas de... Les yeux n'étaient pas branchés. Il n'était pas là. Et où est-ce qu'il était? Ben, il était en train de se perdre. Et moi, quand je voyais qu'il était en train de se perdre, comme pour ma mère, mais j'avais raffiné un peu plus. Parce que lui, il avait ce côté manuel. Bien sûr que je ne pouvais pas dire ça quand j'étais enfant, mais il avait ce côté manuel. Il avait des mains qui, même quand il touchait des choses dégueulasses, il avait des mains qui restaient propres. Même quand elles devenaient sales, elles restaient propres quand même. Mon père, quand il rentrait et qu'il venait de prendre une gamelle dans la rue, il avait buté, il allait d'un bout du trottoir à l'autre, puis d'un seul coup, plof, il tombait. Alors il cherchait sa casquette. Il restait peut-être là pendant 10 minutes, histoire de récupérer un peu. Il se disait pas, oh merde, qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il attendait, il portait son truc. Puis après, il se relevait. Et puis il se secouait même pas. Puis il arrivait à la maison. Ah, c'est vrai, il était dans un état... Tous les gens qu'il avait croisés voyaient qu'il était dans un état un peu répugnant, un peu repoussant. Il était sale. Il avait ramassé ce qu'il y avait dans le ruisseau ou ce qu'il y avait sur le trottoir. Eh bien, quand il débarquait dans la maison, sûr qu'il était dégueulasse et sûr qu'il n'était pas du tout dégueulasse. J'aidais ma mère à le déshabiller. C'est quand les affaires avaient quitté son corps, quand la veste était par terre, la veste devenait dégueulasse à ce moment-là. Mais tant qu'il l'avait sur le dos, la veste était propre. D'une certaine façon, la veste était propre. C'était son intérieur qui était propre à mon père à ce moment-là. Il souffrait tellement que la souffrance, ça l'avait rendu propre à cet endroit-là. Alors la poussière à l'extérieur, une fois, elle avait même ramené sur sa veste 2 crachats.
Ah non, je dis pas ça pour faire noir, hein. C'est vrai. 2 crachats, ça se voyait. Ça trompe pas le crachat. Un type avait été là, plouf. Puis une deuxième fois, plouf. Puis mon père, il s'était ramassé là-dedans. Ah, sûr que c'est une honte, hein. Ça, c'est une honte, oui. Il est arrivé à la maison, il ne l'avait pas vu. Ma mère, tu te rends pas compte dans quel état tu es et surtout ce que tu ramènes sur ta veste. Ma grand-mère, tu voyais pas clair. Elle a dit à ma mère, retire-lui la veste tout de suite. Jeanne, retire la veste. Ma mère a retiré la veste. Ma grand-mère l'a passée dans l'eau. Puis elle est allée dans le couloir de la cave, dans le noir, mais elle, ça la changeait pas, elle était aveugle. Puis elle s'est mise à frotter la veste partout. Elle avait compris. Elle n'avait pas vu, elle voyait rien. Mais elle avait compris. Ça devait arriver. Ben, qu'est-ce qu'elle faisait, la grand-mère? La grand-mère, elle faisait une prière. Elle faisait toujours des prières. Mais là, elle en faisait une spéciale. Et moi, je l'entendais derrière la porte, elle marmonnait, en italien. Et sans arrêt, Signora, 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 la Madonna, la Signora. Après, elle revenait. Après, eux, ils allaient se coucher. Après, la grand-mère, elle aussi, elle allait se coucher. À ce moment-là, je la voyais. Puis je lui disais alors, tu l'as nettoyée, sa veste? Oui, tu regarderas demain matin. Je l'ai mis à étendre dans le couloir. Tu me diras si c'est encore sale, mais je crois pas. Je l'ai senti avec mes doigts où c'était. Avec ses doigts. Le crachat, les 2 crachats. Elle est touchée avec ses doigts. Mais ça, c'est la foi, ça. Et Signore, Signore, la Madonna. Elle les insultait pas. Elle les remerciait. Et elle disait, elle, faut pas le pardonner. Il fait rien de méchant. Il n'y a pas de pardon à lui donner. Alors, ça, c'est le commencement. Hein. Ça pourrait être le commencement de la sortie du cauchemar qu'on vous fout sur les épaules. Et ça peut être aussi l'annonce de l'entrée, mais dans votre propre cauchemar. Le vôtre. Ah oui. Il faut arriver, c'est à ça qu'il faut arriver. Ah là, je suis pas sûr de dire que l'on comprend. On n'a plus besoin de comprendre. Il y a une sorte d'étoile filante qui est passée. Là, c'est... Ben voilà. C'est ça que je ne pouvais pas dire à mon père. C'est ça que je sentais, mais je ne sentais pas comme ça, bien sûr. C'est la richesse. C'est la richesse de l'enfant, ça. Il pige tout. Après, voilà. Ben, si on en arrive à maintenant, je disais hier, ça y est, j'ai fini, j'arrête, basta, les bandes, je ne veux plus en entendre parler. Pendant 6 mois, peut-être moins, peut-être plus. Il y a eu des périodes où je suis resté pendant des années sans y toucher. Je les regardais, je disais, il faut que je les jette. Ça me gênait d'avoir ça. Oui, ben, si je disais hier, c'est fini, ce matin, je suis là. Je suis là. Cette expérience-là, qui n'est pas une expérience, parce que ça ne ressemble à rien dans ce que l'on entend par expérience. Bien sûr que je ne pourrais pas me lancer dans autre chose. Mais si je prenais quand même le mot, c'est là que je vois se dresser devant moi, devant mes yeux. Enfin, se dresser, c'est pas vrai. Mais c'est là que je sais que c'est pas vrai ce que je vais dire. Faut faire attention. C'est là, d'une certaine manière, que je pense. Ça m'arrive. Ben, c'est là que je sais, par exemple, que ce que je pense, ça colle pas. Alors c'est quoi? L'expérience, je dis. Alors si c'est pas une expérience, c'en est une, hein, mais c'est pas suffisant, c'est insuffisant.
pas seulement dans mon cas, je ne suis pas un cas, mais il y a là, par la nécessité que j'ai eue et que je ne savais pas qu'il fallait, c'est ça qui est. C'est là où je suis admiratif, pas de moi, hein, pas du tout, où je suis admiratif de ce que la vie peut vous glisser dans les poches. Oui, une sorte de petite pièce, là, hein, une pièce de monnaie. Ça vous glisse ça, puis vous pouvez très bien la dépenser sans savoir qu'elle est venue là. Ah, si vous faites ça, c'est dommage. Mais si vous vous dites, mais je ne l'avais pas et maintenant je l'ai, ça veut dire que vous croyez au miracle. Elle est venue comme ça, boum, dans votre poche. C'est pas votre femme, c'est pas votre fils, c'est pas votre mère, c'est pas... Non, elle est venue, elle. C'est un miracle. Alors, si l'expérience n'est pas suffisant pour expliquer, c'est donc quelque chose qui n'expliquera pas, mais qui viendra d'ailleurs. Bon, continuons. C'est con, ce que je dis, c'est con. Sûr que l'expérience de mes 25 premières années, sûr que c'est une préparation à quelque chose, inconsciente, inconnue, j'aurais pu passer à côté. Je suis passé à côté. Oh, faut pas se faire d'illusions. Ça fait rien. Ben, cette expérience, elle a mené, mais si elle n'avait été que ça, elle était nulle. Travailler en usine en étant jeune, il n'y a pas de quoi frotter un chat. Maintenant, on ne le verrait plus. Oh, ben non, mais quand ils vont à l'école, vous croyez qu'on ne les met pas dans l'usine aussi? Quand on leur bourre la tête avec toutes leurs conneries, quand on essaie déjà de bien les conditionner pour que ça marche bien, ça serait ça leur expérience? Non. Oh. Mais, bon. Donc j'ai eu le privilège, je suis allé en usine très tôt, un grand privilège. S'il y en avait davantage, ça serait peut-être différent. Ouais. C'est pas. Non pas avec l'esprit de redresser la barre. Certains l'auraient. Là, il faut commencer à faire attention. C'est autre chose. C'est à soi que ça va. Ah, oui. C'est pas spécialement généreux, hein, ce que je dis. Mais moi, je parle de moi. Je peux pas parler de popo, je peux pas parler non, d'échange, je peux pas. Je parle de moi. Je parle mal de moi parce que je suis pas sûr, d'ailleurs. Je suis pas sûr de ce que je dis. Ben, cette expérience-là, elle m'a poussé, m'a un peu fortifié, elle m'a un peu permis de voir que rien n'était atteint, rien n'était gagné. On gagne jamais rien, jamais. Quand tu as terminé un dessin, qu'est-ce que tu as gagné? Que dalle. Tu as fait un dessin. Si tu es content, c'est encore une grande chance. Si tu le vends, bon, bah, ça va te donner ton pain, ta viande, c'est bien. Mais ça s'arrête là. L'expérience, si c'est ça, alors, c'est pauvre. Alors, il faut se frotter. Hein? Il faut se frotter même à l'autre, mais il faut beaucoup se frotter soi-même. Alors, j'ai vu dans les yeux des choses, oui. Ça, c'était l'expérience. J'ai vu des types extraordinaires. J'ai vu des types faire des choses extraordinaires. J'ai vu aussi les hommes faire des choses on ne peut plus dégueulasses. J'ai même vu des types qui avaient fait des choses extraordinaires faire ensuite des choses on ne peut plus dégueulasses. Puis j'ai été sur le point de croire à des choses extraordinaires qui sont devenues extrêmement dégueulasses. Aïe.
Ben ça s'appelle aussi l'expérience. C'est pas autre chose. C'est pas d'apprendre à bien limer. Sûr qu'il y a là... Il y a comme un moyen qui permet de contenir une sorte de savoir, mais ça peut très bien se retourner. Ça peut devenir, on ne peut plus mauvais. Et les actes aussi peuvent devenir mauvais. Ah ça, c'est pas la fin de l'expérience, mais c'est le cœur de l'expérience.